Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Première saison. La littérature en temps de crise. Marc Sonérico. Bonjour à tous et à toutes. Pour le deuxième numéro de cette série d'épisodes sur la littérature haïtienne en temps de crise, nous sommes allés à la rencontre de Gary Klang pour parler de l'exil dans la littérature haïtienne contemporaine. Gary Klang est romancier, poète, essayiste. Il a publié de nombreux livres, principalement aux éditions Humanitas et Mémoires d'Encrier. Bonjour Gary Klang, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. L'exil est un thème très présent dans la littérature haïtienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce thème a évolué au fil des années dans la littérature haïtienne? Bon, ça me serait difficile de dire comment ça a évolué dans toute la littérature, mais je peux te dire comment ça a évolué chez moi. C'est-à-dire qu'au début, j'ai écrit exil, ex-île, qui voulait dire l'ancienne île, et puis couper, n'est-ce pas, tous les malheurs et tout. Et ce thème a évolué naturellement au fil du temps, puisque, bon, il faut bien vivre, on peut pas vivre continuellement dans une tristesse absolue, il faut vivre. Donc le thème évolue avec le temps, tu vois. Et quelles sont les principales raisons historiques qui ont conduit de nombreux écrivains haïtiens à l'exil? Oh, la principale raison est très claire, c'est le monstre Duvalier qui a foutu ce pays, et j'allais dire un gros mot, mais je vais me retenir, il l'a foutu dans la panade, et jusqu'à présent, Haïti paie les conséquences de Duvalier, jusqu'à maintenant. Regardez l'état du pays. Quand j'étais jeune, à Port-au-Prince, il y avait à peu près 150 000 ou 200 000 habitants. Maintenant, si je ne me trompe, il y en a 2 ou 3 millions, non? Or, de mon temps, il y avait à peu près 200 000. Imagine. Et tout ça à cause de Duvalier, à cause de lui qui a fermé les ports. Il avait peur, n'est-ce pas, d'être assassiné. C'est lui la cause de tout le mal d'Haïti. Cause numéro 1. Naturellement, après, ça a évolué vers autre chose, les gangs, les ceci, les cela. Et regardez dans quel état est ce pays maintenant. On se demande comment il va se relever. Comment? Moi, je suis très pessimiste, hein? Très, très pessimiste. Okay. Disons, quels sont les impacts de ces exils sur la production littéraire, Gary Klang? L'impact de l'exil, à mon avis, c'est que les écrivains qui restent en Haïti, bon, ils ne parlent que d'Haïti, si tu veux. Ils n'ont pas d'autres expériences de vie. Tandis que l'écrivain qui part en exil, il rencontre d'autres cultures, autre chose. Et ces thèmes s'enrichissent de cette autre chose. C'est ainsi que si je peux me permettre de prendre mon exemple, j'ai écrit sur Paris, j'ai écrit sur Montréal, les thèmes se sont enrichis et forcément parce qu'on ne vit plus en Haïti. C'est ça. Naturellement, on parle encore d'Haïti. Moi, toute mon œuvre est toujours rattachée à Haïti, mais je parle aussi d'autres choses. Donc, je dirais que c'est ça. La différence entre l'écrivain haïtien qui reste en Haïti et celui qui part. Me manque. Les bruits du soir et les senteurs. Le coq qui chante à la minuit. Les chiens en rue sous la fenêtre me hantent. Le bruit sourd du tambour au creux du soir. Et cet homme qui fait rire les petits en portant sur la tête un amas de bouteilles. Il y avait aussi tous ces bruits de tropiques, les lucioles ou que sais-je,
aux cris ponctuant la nuit comme en un concert d'ombre. Il y avait, mais faudra-t-il que j'énumère tout ce qu'il y avait? C'était à n'y pas croire. C'était l'âme de l'île qui vit et bouge avec l'odeur pour moi unique d'Ilang Minang. Il y avait des soirs et des matins de rêve. Il y avait, mais il n'y a plus que le souvenir. Est-ce qu'il y a une différence notable entre les œuvres écrites en Haïti et celles écrites en exil? Entre celles qui sont écrites en Haïti et celles qui sont écrites en exil? Oui. C'est-à-dire entre les écrivains qui vivent en Haïti et ceux qui vivent à l'extérieur, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais comme je disais tout à l'heure, l'écrivain qui vit en Haïti parle d'Haïti seulement. Il n'a pas d'autre expérience. Il peut pas parler de Montréal, il n'y est pas. Il peut pas parler de Paris, il n'est pas à Paris. Donc, il parle d'Haïti, de Port-au-Prince, de la province, de ceci, de Vaudou, de choses comme ça, tu vois. Je dirais que c'est ça la différence. Maintenant, au point de vue qualité littéraire, à chacun de juger, n'est-ce pas? Tu vois. Vous êtes exilé au Canada durant la période de la dictature. Comment avez-vous navigué entre votre identité haïtienne et celle de la réalité d'exilé lors de votre arrivée? Bon, avant d'être au Canada, j'étais à Paris. Du vivant du Valier, j'étais à Paris. J'ai passé de 1960 à 1973 à Paris. C'est-à-dire toute la période du Valier père, un peu de la période du Valier fils, je ne sais plus, qui a été là jusqu'en 87. Mais à 73, j'étais déjà à Montréal. Mais je dois t'avouer que ça n'a rien changé à mon identité haïtienne. Et je crois que c'est une question d'âge aussi. Si on part très jeune d'Haïti, naturellement, l'identité va devenir un peu floue. Le petit Haïtien de Montréal qui est parti très jeune, il sait plus s'il est haïtien, s'il est québécois, s'il est canadien. Mais moi qui suis parti adulte, le problème ne se posait plus. Mon identité était totalement fixée, si tu veux. Il n'y avait plus de possibilité. Cela dit, j'ajouterais quelque chose, mais pas seulement pour les écrivains, pour tous les Haïtiens. Je remarque que les Haïtiens qui vivent aux États-Unis deviennent, je sais pas, ils sont plus haïtiens, ils sont plus américains qu'haïtiens, d'après ce que je remarque. Tandis que les Haïtiens qui vivent à Montréal, à mon sens, gardent totalement leur identité haïtienne. À quoi c'est dû? J'en sais rien. Je crois qu'aux États-Unis, ils ont une façon je sais pas, d'américaniser tout le monde. Voilà, je crois que c'est ça, tu vois. Enfance, à quoi sert de le dire? Les choses n'ont pas grand sens lorsqu'on heurte le temps. Enfance, ô mon amour, tu nous retiens comme un filet dressé, comme ces lèvres levées au cœur des eaux tranquilles. À quoi sert de vous dire ce qui n'a pas de but, sinon ce très long fleuve à retenir et que je laisse comme une voile que les vents portent au gré de l'onde. On se demande ce qu'on fait là plutôt qu'ailleurs. Et c'est ainsi que naît ce très haut sens d'étrangeté à n'en pouvoir, puisque ceux qui étaient présents s'enfuirent pour des raisons que seuls, oh oui, eux seuls sauront nous dire. Comme une pluie de Bretagne que jamais l'on ne vit, malgré tous ceux qui nous disaient contraire. Je n'en peux, mais vous dis-je, tout ce qui fut n'est plus, le temps passé ne se retient.
Vous aviez publié de nombreux recueils de poèmes comme Je veux chanter la mer, La terre est vide comme une étoile, La vraie vie est absente, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Il y a aussi Exil, un recueil qui, comme son titre le suggère, traite du thème de l'exil. Après la publication de ce livre, qu'est-ce qui a changé en vous, Gary Klang? Exil? Oui. Tout a changé avec Exil parce que j'avais déjà publié un livre à Montréal, sur la méditation transcendantale. C'est un livre qu'on m'avait commandé et qui a eu un succès inouï. La méditation transcendantale dont on ne parle pratiquement plus maintenant, mais quand j'ai publié mon livre, ça a eu un tel succès que la méditation est entrée en France partout. J'ai eu des lettres même d'un Algérien qui voulait savoir comment méditer. J'ai même eu, tiens-toi bien, une correspondance avec le grand écrivain américain Henry Miller qui me demandait, tu vas rire, d'envoyer le livre à une de ses maîtresses qui, à son avis, avait besoin de méditer. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça a eu un grand succès. On m'invitait à parler même dans les églises. J'ai parlé à la place du prêtre de la méditation transcendantale. Bref, quand j'ai publié Exil, disons que c'était l'entrée en littérature, pas avec la méditation, mais avec Exil. Tout a changé. Tout a changé à partir de là. Et j'ai commencé à publier tous les autres textes que tu connais, et ainsi de suite. Donc, c'est Exil qui a été vraiment le point de départ. Mais j'ajouterais sur l'exil, tu vois, que ce que j'appellerais, comme le philosophe Hegel a dit, les ruses de l'histoire, mais pas exactement dans le même sens que j'ai employé. Je dirais que l'exil, c'est une ruse de l'histoire, en ce sens que celui qui est exilé, donc c'est une douleur, mais cette douleur, quand il arrive à l'étranger, va l'enrichir, enrichir cet thème littéraire, enrichir tout ça. Et son œuvre va se développer dans plusieurs directions que cette œuvre n'avait pas lorsqu'il était en Haïti. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc c'est à la fois une douleur et un enrichissement, l'exil. Donc voilà, et si tu veux une anecdote sur Exil, c'est tout à fait par hasard que j'ai publié Exil. J'avais pas envoyé le manuscrit à un éditeur. J'étais au Salon du Livre de Montréal quand tout d'un coup, un ami à moi me voit dans la foule et m'appelle. Le hasard, pur. Il avait à côté de lui un éditeur français, Georges Élisée, hélas mort maintenant. Et Georges Élisée me pose la question comme ça, tout en trac, qui me dit, est-ce que tu as un recueil de poésie? Je dis oui, comme par hasard, j'ai un recueil que je n'ai même pas envoyé aux éditeurs. Il me dit, apporte-le-moi. Et c'est lui qui l'a publié en France. Exil a d'abord paru en France. Donc, c'est ainsi que ça m'a lancé dans la littérature et que je dois dire que la poésie m'a vraiment porté bonheur. J'ai été invité dans le monde entier, en Afrique, en Chine, en Amérique latine, Mexique, Colombie, Venezuela, au Mali, partout, grâce à mes petits poèmes. Et je ne cesserai de les remercier de tout le bonheur qu'ils m'ont apporté. Tu vois, hein? Donc les choses sont complexes. L'exil est dur, mais l'exil a aussi un point positif. Tu vois ce que je veux dire, hein? Klang, il y a un poète jérémien, Claude Pierre, qui a dit dans un livre « L'exil a fait de moi un homme sans dessus-dessous. Et vous, qu'est-ce que l'exil a fait de vous ?» Oh, l'exil, mon Dieu, ce que l'exil a fait de moi. Comment dire, je sais pas. Mais ça n'a rien changé au fond, tu vois. Simplement, mes thèmes se sont enrichis, comme je dis, au point de vue littéraire. Mais je suis toujours, tu vois, très proche de mon île d'Haïti, et surtout, je tiens à le souligner, surtout de ce peuple qui souffre. Depuis 1804, ce peuple souffre, et personne, en Haïti, les hommes politiques, personne n'est venu
à son secours. Et je lance cet appel maintenant aux hommes politiques haïtiens. Occupez-vous de ce malheureux peuple. Faites quelque chose. Il vit dans une misère épouvantable. Comment pouvez-vous accepter ça et ne rien faire? Je lance ce cri, cet appel. Rico, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Lance le cri aussi, fais ça tout autour de toi. Il faut s'occuper de ces malheureux. On ne peut pas les laisser dans cette misère. Là, on n'est plus en littérature. Hein. Après tout ce temps de poète, qu'est-ce que la poésie pour vous, Gary Klang? La poésie, c'est toute ma vie. La poésie m'a apporté tellement de bonheur, comme je te disais. Tellement. J'ai été invité partout dans le monde grâce à mes petits poèmes. J'ai été invité au Mali, j'ai été invité en Chine, jusqu'en Chine. Comment est-ce que j'aurais connu la Chine si on ne m'y avait pas invité? J'ai été invité en Colombie, au Venezuela, au Mexique. Donc, comment remercier la poésie? Impossible, impossible. Mais elle m'a tout apporté au point de vue voyage, au point de vue bonheur. Quand on trouve un beau vers, quand on trouve un beau poème, quand on écrit un beau poème. Non, la poésie, c'est le centre de ma vie. Le centre. Quand est-ce que tu te mets à la poésie, Rico? je ne suis pas poète. Mais il y a beaucoup de poètes, hein. Il y a une nouvelle génération de poètes en Haïti. Malheureusement, je ne les connais pas bien comme je suis loin, tu vois. Mais il faut les encourager, hein. Parce que moi, j'ai toujours dit, et je le répète, Haïti sera sauvé par ses artistes, aussi bien les peintres, les musiciens, les poètes, les écrivains. C'est ça qui sauvera Haïti, qui se trouve naturellement maintenant dans une espèce d'abîme, mais elle se relèvera. Je pense que ça finira par... Haïti reviendra, tu vois, je sais pas. Mais maintenant, c'est tellement triste ce qu'on voit. Tellement triste. La violence, les meurtres, les ceci, les cela. Il faut sortir de ça. Il faut en sortir. Il faut que tous les Haïtiens se mettent ensemble. Tous. Et puis, comment dire, tous ces vieux préjugés qui déchirent Haïti, je pense, les préjugés de classe, les préjugés de couleur, toutes ces choses horribles. Il faut lutter contre ça. Les hommes politiques ne font rien. Et je les accuse, hein, là, ouvertement, ils ne font rien, ni contre les trucs de classe, ni contre les trucs de couleur, ni pour le peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les hommes politiques haïtiens? Demande-le-leur de ma part. Non, je lance l'appel. Hein. Il faut se battre. Toute terre est prison. Fuir le long tunnel, la terre où les oiseaux s'entirent. Toute terre est prison. Je replonge par les mots dans les années ténèbres, pensant trouver réponse, alors que me remonte le goût acide de la terreur. Ces hommes en noir avec des lunettes noires. Je replonge par les mots dans ce monde que j'essaie d'oublier. Qu'est-ce qui m'a pris d'y revenir? Je ne sais où j'en suis, et quand j'y pense, j'ignore ce que je sens tout au fond de moi-même, voulant fuir ce passé qui toujours me rattrape et me prend à la gorge. Toute terre est prison. Mais loué sois-tu, Isaac, tu m'apportes la joie, le plaisir d'un haut lieu qui pourtant n'est pas mien. Et peut-être est-ce pour ça que j'y prends tellement goût. Ta ville est pur récit, sans rancœur ni tristesse, malgré l'autre terreur qui déjà se profile avec ses camps et cette odeur de gaz à faire vomir. Quel est donc ton secret? Dis-moi comment changer la terre en or, comment sortir d'un long passé défait, car moi aussi j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Même si les miens ne sont pas de Pologne, mais d'une île que je nommerais Maison du Diable. Je viens d'un lieu où vécut Lucifer, il me faut maintenant m'en délivrer. Et me reviennent ces images d'un autre monde, celui d'avant la nuit où tout était si vrai, ces images d'innocence lorsqu'avec elle, j'allais sur la montagne, chaque porte devenant un havre où l'amitié m'était offerte.
C'était comme un monde irréel, un rêve ramené au sol rugueux du mal. Mais à l'époque, le mal n'existait pas pour l'enfant que j'étais. Je ne comprenais pas encore que l'homme pouvait tout simplement faire le mal pour le mal. J'ignorais que cette terre de soleil deviendrait une terre d'ombre par la faute d'un plus fou que ceux qu'on enfermait, entraînant avec lui d'autres fous vêtus de noir avec des lunettes noires. J'ai vécu la folie, Isaac. Et j'essaie depuis lors de trouver l'équilibre, comme tous ceux qui jamais ne connurent les camps de la mort, mais une île transformée en un grand camp de mort. Me répugnent ceux qui feignent l'oubli, ceux qui pourtant avaient souffert et qui tiennent aujourd'hui un discours que personne ne comprend. Le mal fait par ces hommes noirs avec des lunettes noires n'a pas d'équivalent sur cette île d'où je viens. Je cherche à m'en sortir, mais toujours me reviennent ces images que je ne puis défaire. Ma terre est une prison où les oiseaux sont tigres. Toute terre est prison. Je te salue, ô Isaac Bashevis Singer, mon ami, mon frère. Est-ce que vous avez un dernier mot sur l'exil? On va terminer. Un dernier mot sur l'exil. Bon, maintenant on ne peut plus vraiment parler d'exil puisque il n'y a plus Duvalier au pouvoir. L'exil était rattaché à Duvalier, tu vois. Les gens partaient par crainte d'être tués par les tontons Macoutes et autres sbires de ce régime satanique. Il faut jamais cesser de le dire. Et maintenant, on peut plus parler vraiment d'exil, hein. On peut parler d'éloignement. J'aimerais mieux parler d'éloignement. C'est-à-dire qu'on est hors de sa patrie, voilà, mais pas d'exil. Je crois que l'exil, maintenant mon exil avec le tiret, deviendrait exil, E-X-I-L, tu vois. Exil devient exil. C'est tant mieux. On a traversé toute cette période. Tu étais même pas né. Oui. Mais j'ai vu tout ça, Duvalier. J'ai même été foutu en prison sous Duvalier et frappé par un dénommé Franck Romain, un assassin de la pire espèce, tu vois. Sans raison, hein. Sans aucune raison, foutu en tôle et frappé, insulté. Et c'était un régime horrible. Les jeunes doivent le savoir. C'était quelque chose de diabolique, ce régime de Duvalier. Diabolique. Il faut le dire, le répéter, le crier, pour que jamais plus ça ne se reproduise. Jamais plus. Cet homme était un Satan, un démon, tu vois, tuant peut-être des centaines de milliers, je ne sais pas combien d'Haïtiens et autres qu'il a tués. Un sadique, un fou, avec cette femme horrible qui dirigeait Fort Dimanche, Madame Max Adolphe, une satanique aussi, tu vois. Le Franck Romain, Tassi. Non, il faut pas que les jeunes oublient, hein, parce que je vois qu'il y a une tendance. Une fois, j'étais rentré en Haïti et j'ai eu l'impression que les jeunes ne savaient plus très bien ce qu'était Duvalier. Il faut leur enseigner ce qu'était Duvalier. Une horreur absolue, absolue. Il faut jamais cesser de le dire. Tu vois ce que tu vois? Mm-hmm. Tu as eu la chance de n'être pas né sous ce gouvernement-là, tu vois. Mais bon, là, tu connais d'autres problèmes, c'est sûr, de violence, de choses. C'est ça. Ça ne finit pas hein, en Haïti. Ça ne finit pas. Eh bien, c'est ça. Ok, merci Gary Klang. À bientôt. Merci beaucoup, mon cher Rico. Merci à tous et à toutes. Nous tenons à rappeler que Terre des érudits est une initiative de l'Institut français en Haïti. À bientôt pour de futurs épisodes passionnants.